Novembre 2025. Un vote unanime, sans fanfare, casse la routine. En quelques jours, Moscou répond et l'accord Russie-Burkina Faso glisse de la promesse d'électricité vers une architecture où l'énergie sert aussi de bouclier. Le delta est minime, 21,7% en 2023, 22,5% en 2024. Pourtant, Ibrahim Traoré parle d'un pays encerclé qui doit survivre à la nuit et commander l'aube. Si la lumière arrive, le Sahel devra trancher, la craindre ou comprendre. La promesse est que c'est volontairement sobre. Lire l'accord Moscou-Ouagadougou sans théâtre, sans slogan et sans ajouter ce que le texte ne dit pas. Le risque, lui, est immédiat. Confondre un projet énergétique avec une bascule stratégique, ou l'inverse, alors que les deux dimensions avancent ensemble. Ce récit propose donc une méthode. Distinguer ce qui est affirmé publiquement, ce qui est suggéré à huis clos, et ce qui reste conditionnel dans un environnement instable. Le bénéfice pour le lecteur est concret. Comprendre comment l'électricité peut devenir une variable de continuité étatique, et pourquoi sa fragilité pèse autant que les armes. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré n'est ni décorative ni héroïsée. Elle sert de point d'articulation entre ressources, doctrine et décision. L'enjeu dépasse un seul pays. Si l'équation énergie-sécurité se résout ici, elle modifie les calculs régionaux. Une question guide la suite. À partir de quand une infrastructure cesse-t-elle d'être un confort pour devenir un levier de pouvoir ? Le texte avance deux repères simples mais lourds. Plus de 50% des morts terroristes mondiales en 2025 se concentrent dans le Sahel. Et l'accès à l'électricité au Burkina Faso ne progresse que de 21,7% à 22,5% entre 2023 et 2024. Ce croisement dit tout. La vulnérabilité sécuritaire augmente plus vite que la capacité énergétique, et l'État reste exposé, même quand un indicateur s'améliore. À partir de là, le contexte se resserre. Le récit ne décrit pas une crise abstraite, mais un territoire où les réseaux vacillent comme une bougie contre une tempête, où les coupures fragmentent l'espace national. Plus de 4 habitants ruraux sur 5 demeurent coupés d'une infrastructure de base, ce qui transforme l'absence d'électricité en isolement durable. Les services essentiels deviennent intermittents, l'industrie reste à l'arrêt, et la distance entre les centres et les périphéries s'allonge. En parallèle, la guerre décrite est asymétrique, sans ligne de front stable. Des villages peuvent basculer du jour au lendemain, des convois de carburant sont pris en embuscade avant l'aube, et les lignes de transmission traversent dans des zones contestées. Dans ce cadre, l'électricité cesse d'être un simple chapitre de développement. Elle devient une condition de défense. Sans courant, les hôpitaux se taisent, les centres de commandement deviennent aveugles, et des territoires entiers peuvent glisser sous emprise insurgée. C'est ici que le texte place Ibrahim Traoré, non comme un technicien de l'énergie, mais comme le lien politique entre données et décision. La progression énergétique minime n'est pas présentée comme un succès, mais comme un signal d'alarme. Tant que le delta reste faible, la continuité de l'État demeure fragile. Le mini-révélateur est cela. Dans le Sahel décrit, l'obscurité n'est pas une métaphore. Elle est une contrainte stratégique. Le récit choisit un angle volontairement concret pour incarner ces enjeux. Il ne commence ni par un sommet diplomatique, ni par un plan industriel, mais par des situations ordinaires rendues fragiles par l'absence de courant. Dans une zone rurale, l'électricité intermittente n'est pas décrite comme un simple retard technique. Elle épaissit l'isolement. Quand le réseau tombe, les services se figent. Les équipements deviennent inutilisables par à-coups, et le lien avec le reste du pays se distend un peu plus. Un premier cas sert de repère. L'absence d'énergie stable empêche toute continuité. Un centre de santé fonctionne au ralenti. Une pompe cesse d'alimenter un village, une activité économique s'arrête avant d'avoir commencé. Le texte insiste sur cette temporalité cassée, où chaque redémarrage consomme plus de ressources qu'il n'en produit. L'effet immédiat n'est pas spectaculaire,
mais cumulatif. L'espace national se fragmente. Un second cas glisse vers la sécurité. Sans électricité, les centres de commandement perdent leurs capteurs, les communications deviennent erratiques et la coordination se délite. Le récit parle d'unité, aveugle, non par manque d'hommes, mais par manque d'énergie. Dans ce cadre, l'électricité change de statut. Elle n'est plus un soutien logistique, elle devient une condition opérationnelle. C'est dans cet entre-deux que s'inscrit Ibrahim Traoré. Le texte le présente comme un acteur qui transforme ces situations dispersées en doctrine. Il ne s'agit pas de résoudre chaque panne, mais de relier ressources, protection et continuité. Le fil conducteur est clair. Tant que l'énergie reste fragile, l'État l'est aussi. En clair, sans courant stable, aucune souveraineté ne tient. Avant, l'accord n'existait que comme une hypothèse lointaine, rangée dans le dossier des coopérations possibles. Après, une ratification unanime, silencieuse, agit comme un déclencheur. La séquence commence sans mise en scène. En novembre 2025, le Parlement de transition valide le texte sans opposition, sans débat public prolongé, sans les rituels habituels qui signalent une décision sensible. Cette homogénéité est décrite comme rare, presque anormale, et c'est précisément ce qui lui donne sa portée. Le vote ne cherche pas à convaincre. Il signale. Dans un environnement instable, cette absence de dissidence fonctionne comme un message adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le premier basculement tient à la vitesse. En quelques jours seulement, Moscou répond. Le récit insiste sur ce délai raccourci, non pour fournir un chiffre exact, mais pour en faire un indicateur stratégique. Dans des contextes fragiles, le temps devient une variable de sécurité. Plus une décision tarde, plus elle s'expose. La rapidité transforme donc l'accord en priorité, pas en projet différé. L'activation est là. Une promesse énergétique cesse d'être abstraite et entre dans une logique d'exécution. La montée en puissance s'appuie ensuite sur un double constat. D'un côté, des réseaux électriques instables, comparés à une bougie face à la tempête. De l'autre, une pression sécuritaire constante, faite d'embuscades, de sabotages et de ruptures logistiques. Le texte articule ces deux lignes pour montrer qu'elles se renforcent mutuellement. Chaque coupure fragilise l'État. Chaque attaque augmente le coût de la continuité. Dans cet entrelac, la coopération proposée n'est pas un réacteur isolé, mais un système complet. Transfert de technologie, formation d'ingénieurs, infrastructures civiles et applications médicales, agricoles et industrielles. Le point culminant du récit apparaît lorsque la dimension sécuritaire est explicitement suggérée. Sans confirmation publique, le texte évoque une présence consultative spécialisée, capable d'adapter doctrine et protection des infrastructures. Puis, une troisième strate est esquissée, un périmètre de sécurité renforcé autour d'un futur site, combinant surveillance, imagerie thermique et unité d'intervention. L'objectif affiché n'est pas la militarisation, mais la résilience. Protéger un actif vital devient une condition préalable à toute promesse énergétique. C'est ici qu'Ibrahim Traoré s'impose comme pivot, non par un discours spectaculaire, mais par la cohérence attribuée à ses choix. Le texte le décrit comme refusant d'hériter d'un script brisé et cherchant à relier ressources, doctrines et alliances dans une même architecture. L'accord cesse alors d'être un événement diplomatique. Il devient une chaîne où chaque maillon protège le suivant. Les répliques se font sentir immédiatement. Des rumeurs circulent, on le sait. Des anticipations se forment. Et l'idée qu'un pays longtemps confiné dans l'obscurité pourrait toucher l'interrupteur agit presque comme une force politique. Rien n'est encore produit, mais la posture change. Et dans cette région, le simple déplacement d'attente peut déjà modifier les équilibres. Pour commencer, regardons l'écart. L'accès à l'électricité progresse de 21,7% en 2023 à 22,5% en 2024.
Un glissement présenté comme décisif, mais encore insuffisant. Autrement dit, un delta faible améliore l'indicateur sans réduire la vulnérabilité structurelle. Gardons aussi en tête un deuxième repère chiffré. Le texte affirme que plus de 50% des morts terroristes mondiales en 2025 se concentrent dans la bande sahélienne, avec le Burkina Faso comme épicentre. Autrement dit, le poids statistique transforme la violence en contrainte stratégique permanente. Ajoutons aussi un troisième repère, cette fois temporel. Après la ratification parlementaire, la réponse de Moscou intervient en quelques jours, et non en mois. Là encore, on peut le dire simplement, des délais courts réduisent l'exposition des projets à l'imprévisibilité du terrain. Pris séparément, ces chiffres semblent hétérogènes. Ensemble, ils composent une même équation. Le delta énergétique montre que la capacité de production reste loin du seuil nécessaire pour stabiliser le territoire. Le poids de la violence indique que la menace progresse plus vite que les réseaux. La rapidité de réaction d'un partenaire extérieur apparaît alors comme une variable compensatoire, capable de réduire une partie du risque avant même toute réalisation matérielle. Le texte insiste sur ce point méthodologique. Une amélioration marginale peut coexister avec une fragilité accrue. L'indicateur monte, mais l'État reste exposé si la sécurité se dégrade plus rapidement que l'infrastructure ne se consolide. C'est pourquoi le récit refuse de célébrer le 22,5%. Il l'utilise comme un repère de lucidité, pas comme un trophée. Tant que l'écart demeure faible, la continuité reste conditionnelle. À partir de là, l'énergie cesse d'être l'unique variable observée. Elle est lue en parallèle avec le temps et la violence. Le temps, parce que des délais longs multiplient les occasions de sabotage. La violence, parce qu'elle impose des coûts supplémentaires à chaque kilomètre de ligne et à chaque convoi. L'ensemble produit une zone de fragilité mesurable en kilowatts, en jours et en pourcentage. C'est dans cette logique que réapparaît Ibrahim Traoré, non comme une figure de commentaire, mais comme un point de décision. Le texte lui attribue une lecture procédurale de la souveraineté, relier des données imparfaites à des choix cohérents. Les chiffres ne servent pas à prouver une réussite. Ils servent à montrer les marges restantes et à justifier une architecture où l'énergie ne peut être pensée sans protection simultanée. La preuve quantitative, ici, n'est donc pas cumulative. Elle est relationnelle. Chaque repère prend sens par rapport aux autres. Tant que ces lignes ne convergent pas, le pays reste dans une zone d'exposition. Le message est sobre. Sans convergence entre énergie, sécurité et tempo stratégique, aucune promesse ne devient structure. Commençons par une objection prudente. L'accord serait avant tout un projet de développement, et la lecture sécuritaire relèverait d'une surinterprétation. Selon cette ligne, le cœur du dispositif reste civil. Coopération nucléaire structurée, transfert de technologie, formation d'ingénieurs, puis application annoncée pour la médecine, l'agriculture et l'industrie. La vitesse de réponse de Moscou serait une simple efficacité administrative, pas un signal stratégique. Dans cette optique, parler de bouclier ou de profondeur sécuritaire reviendrait à projeter sur le texte des intentions qu'il ne démontre pas explicitement. Vient ensuite une seconde objection, plus critique. Même s'il est énergétique, le projet créerait mécaniquement de nouvelles vulnérabilités. Dans une région marquée par le sabotage, l'embuscade et la fragilité des corridors, ajouter une infrastructure stratégique, surtout nucléaire, augmenterait le nombre de cibles à défendre. Avant de produire de la stabilité, l'accord pourrait concentrer les risques. L'énergie, loin de réduire l'exposition, deviendrait un multiplicateur de contraintes sécuritaires, mobilisant des ressources déjà rares. La réponse du texte ne tranche pas par une preuve extérieure. Elle tranche par sa structure. Le récit commence bien par l'énergie, mais il déplace rapidement le centre de gravité vers la sécurité, puis vers le temps. Ce glissement n'est pas accidentel. Il suggère que le projet n'est pas pensé comme un objet isolé, mais comme une chaîne où chaque maillon dépend des autres. La coopération nucléaire n'est jamais présentée seule. Elle est immédiatement encadrée par la formation,
la protection des infrastructures et l'anticipation des menaces. À la première objection, le texte répond implicitement. Si le projet était purement civil, il n'aurait pas besoin d'être inscrit dans une narration de guerre asymétrique, de convois attaqués et de centres aveugles sans courant. À la seconde, il répond par conditionnalité. Oui, l'énergie crée des cibles, mais l'absence d'énergie crée déjà une vulnérabilité diffuse, permanente et plus difficile à contenir. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré sert de charnière analytique, non pour valider une lecture, mais pour montrer la cohérence recherchée. Le texte lui attribue une doctrine où l'on n'annonce pas une capacité sans prévoir sa protection et où l'on n'investit pas sans réduire d'abord l'exposition. L'accord n'élimine pas le risque, il le réorganise. En prenant ces objections au sérieux, on arrive à une conclusion mesurée. Le texte ne dit pas que l'énergie garantit la sécurité. Il dit que dans le contexte décrit, l'absence d'énergie garantit l'instabilité. Entre ces deux pôles, l'accord apparaît comme une tentative de déplacer le centre de gravité, sans promettre une issue certaine. C'est ici que le cœur du récit bascule, non par une annonce spectaculaire, mais par un changement d'échelle. Jusqu'à présent, l'accord pouvait encore être lu comme une juxtaposition de volets techniques et sécuritaires. À ce point précis, le texte impose une lecture intégrée. L'énergie n'est plus un secteur, elle devient une fonction régalienne. Ce déplacement était le véritable révélateur de milieu de parcours. La coopération n'est plus décrite comme un futur chantier, mais comme une architecture pensée pour tenir sous pression. Formation, protection des infrastructures, sécurisation des corridors et anticipation des menaces ne sont plus des compléments. Ils sont présentés comme des préconditions. Sans eux, aucune promesse industrielle ne survit. Le récit insiste sur cette idée simple. Produire de la lumière sans protéger l'État, qui la porte revient à créer une cible. C'est dans ce cadre que revient Ibrahim Traoré, non comme un symbole, mais comme un point d'alignement. Le texte lui attribue une logique où souveraineté matérielle, contrôle des ressources et choix d'alliance doivent converger. Il ne s'agit pas d'accélérer à tout prix, mais de rendre l'autonomie irréversible, étape par étape. Le tournant, ici, est conceptuel. L'accord cesse d'être une réponse à une pénurie. Il devient un test de continuité étatique. À partir de là, la question n'est plus que produire, mais que protéger pour durer. Pour l'État d'abord, la conséquence décrite est une recentralisation de la continuité. Le texte insiste sur le fait que l'électricité conditionne désormais les fonctions régaliennes. Hôpitaux, communication, commandement. Quand le courant manque, l'administration perd ses capteurs, puis sa coordination. Une trajectoire énergétique plus stable, même annoncée, change la hiérarchie des priorités. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais de garantir que ce qui est vital reste opérationnel sous pression. Dans cette lecture, l'accord sert à transformer une fragilité diffuse en périmètre défendable et à replacer la continuité étatique au centre. Pour les entreprises ensuite, l'effet est présenté comme un déplacement d'anticipation. Le récit évoque une industrie au point mort, freinée par des coupures imprévisibles et des coûts difficiles à planifier. Une promesse de stabilité énergétique ne crée pas immédiatement de la production, mais elle rend l'investissement à nouveau pensable. Toutefois, le texte souligne une condition claire. Sans sécurité des corridors et des installations, l'infrastructure reste un risque. La conséquence est donc double. D'un côté, l'espoir d'une respiration économique. De l'autre, la nécessité d'intégrer la sécurité comme coût structurel de toute activité. Pour les citoyens, surtout en zone rurale, l'impact s'est formulé en termes de dignité quotidienne. Plus de 4 habitants ruraux sur 5 demeurent coupés d'une infrastructure de base. Cette coupure n'est pas seulement matérielle, elle creuse une distance sociale et temporelle avec le reste du pays. Le texte suggère qu'un réseau plus solide pourrait signifier une réintégration progressive. Services continus, équipements utilisables, horizon moins fragmenté. Parce que l'énergie est liée à la sécurité,
Cette réintégration est aussi présentée comme une protection indirecte contre l'isolement et la vulnérabilité. Pour la région, enfin, la conséquence dépasse le cadre national. Le récit trace une continuité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et parle d'un corridor sahélien où énergie, industrialisation et sécurité se renforcent mutuellement. Ce qui se décide à Ouagadougou est décrit comme ondulant vers les pays voisins, obligeant les capitales extérieures à recalculer leurs hypothèses. L'effet n'est pas seulement diplomatique, il est structurel. Si un État longtemps associé à l'instabilité parvient à sécuriser une infrastructure critique, le modèle de dépendance perd une partie de sa force. Dans ce tableau à 4 niveaux, Ibrahim Traoré apparaît comme l'articulation centrale. Le texte ne lui attribue pas des résultats immédiats, mais une posture. Il incarne la tentative de relier souveraineté, ressources et alliances dans une même chaîne de conséquences. La promesse n'est pas chiffrée en mégawatts. Elle se mesure en continuité perçue, en capacité à tenir et en crédibilité retrouvée. C'est là le véritable effet décrit, un changement de posture avant un changement de production. On peut alors envisager un premier scénario, le plus probable. La coopération avance par paliers visibles et invisibles. Les éléments les moins exposés progressent d'abord. Formation, planification, structuration des chaînes de décision, clarification des responsabilités entre acteurs civils et sécuritaires. Dans ce cadre, l'effet principal n'est pas une production énergétique nouvelle, mais une architecture plus lisible. Si cette trajectoire se maintient, alors la continuité perçue de l'État s'améliore avant toute réalisation matérielle majeure. L'accord commence à peser sur les anticipations régionales, sans encore transformer le quotidien. On peut aussi imaginer un deuxième scénario, le plus favorable. La cohérence annoncée se transforme en dynamique cumulative. Les formations débouchent sur des capacités opérationnelles, la protection des infrastructures réduit la vulnérabilité des corridors et la dimension énergétique soutient réellement l'industrialisation. Si ces maillons se renforcent mutuellement, alors l'énergie cesse d'être symbolique pour devenir un levier d'émancipation. L'effet principal serait institutionnel et psychologique. La démonstration qu'un État sahélien peut consolider sa souveraineté par une chaîne d'engagement coordonné et non par une annonce isolée. Enfin, il existe un troisième scénario, le plus sombre. La contradiction structurelle rattrape l'ambition. La pression insurgée s'intensifie, les convois restent exposés et les infrastructures critiques deviennent des cibles plus prestigieuses que protectrices. Si la sécurité des corridors stagne, alors l'énergie annoncée accroît les points sensibles à défendre sans produire encore de bénéfices. Dans ce cas, l'architecture sécuritaire prend le dessus sur l'architecture énergétique et l'horizon de développement se déplace plus loin dans le temps. Le texte propose une grille de lecture simple pour naviguer entre ces scénarios sans prédire. Si la sécurité progresse plus vite que la promesse énergétique, alors l'énergie devient un levier. Si elle progresse moins vite, alors l'énergie devient une vulnérabilité. La variable décisive n'est pas la technologie, mais la synchronisation. La recommandation implicite est méthodologique. Lire chaque annonce comme conditionnelle et non comme acquise. Observer les délais, la protection des axes et la montée en compétences humaines avant de juger les résultats. Dans cet intervalle de 6 à 12 mois, ce ne sont pas les mégawatts qui comptent le plus, mais la capacité à tenir une trajectoire cohérente sous pression. À ce stade, le texte invite le lecteur à se situer, non comme observateur lointain, mais comme acteur concerné par les effets de continuité ou de rupture. Pour un décideur public, l'enjeu n'est pas idéologique. Il est opérationnel. Lire l'accord comme une chaîne oblige à hiérarchiser autrement, identifier l'actif le plus fragile, puis le renforcer avant d'élargir la promesse. Un geste simple s'impose alors, lier chaque objectif énergétique à une capacité de protection mesurable et refuser toute annonce qui ne précise pas ce couple. Pour un acteur économique, la question est moins géopolitique que prévisible.
Le récit décrit une économie freinée par l'instabilité du réseau, où planifier coûte cher. Ce que change l'accord, même au stade de promesse, c'est un déplacement d'attente. Si la stabilité devient crédible, certains investissements redeviennent rationnels. Un geste simple consiste à séparer clairement le long terme, formation, infrastructure, trajectoire, du risque immédiat, sabotage, corridor, rupture, et à décider sur la base de cet écart, non sur l'émotion ou le symbole. Pour un citoyen, notamment en zone rurale ou au sein de la diaspora, l'enjeu est formulé en termes de dignité quotidienne. Le texte insiste sur l'isolement produit par l'absence d'électricité continue. Regarder l'accord sous cet angle revient à poser une question concrète. Qu'est-ce qui, dans la vie réelle, dépend d'une continuité minimale? Soins, communication, apprentissage, activité économique. Reconnaître que l'énergie et la sécurité se répondent permet de sortir d'une lecture abstraite et de mesurer l'impact potentiel sur le rythme de la vie ordinaire. Enfin, pour le lecteur attentif au récit lui-même, un dernier déplacement m'est souhaité proposer. Ne pas confondre promesse et épreuve. Ne pas rejeter par réflexe, ni applaudir par automatisme. Lire avec méthode, en distinguant ce qui est affirmé, ce qui est suggéré et ce qui reste invérifiable. Ce geste critique, modeste mais rigoureux, est peut-être l'effet le plus durable recherché par le texte. Transformer la curiosité en discipline de lecture. Le texte esquisse une logique d'action en plusieurs étapes, sans promettre de résultats immédiats. D'abord, il s'agit de clarifier l'objet. L'accord doit être lu comme une chaîne à 3 couches, civile, sécuritaire, long terme, et non comme un projet unique. Cette clarification relève de l'État, qui doit distinguer ce qui concerne la production énergétique, ce qui concerne la protection des actifs, et ce qui relève de l'alignement stratégique durable. Le critère de mesure est simple. Une cartographie lisible des dépendances entre infrastructures et services critiques. Ensuite, il faut sécuriser les corridors avant d'élargir la promesse. Le texte insiste sur les embuscades, le sabotage et la fragilité des lignes. L'horizon est court terme. Les acteurs mentionnés sont les autorités chargées de la continuité territoriale, appuyées par des capacités spécialisées adaptées à la défense d'infrastructures. Le progrès se mesure par la réduction des ruptures logistiques sur les axes clés et par la baisse des arrêts non planifiés liés à l'insécurité. Puis vient la construction de la capacité humaine. La narration évoque explicitement la formation d'ingénieurs et les transferts de compétences. L'horizon est de 6 à 12 mois pour consolider un pipeline national. La mesure n'est pas symbolique. Nombre de promotions formées, compétences certifiées, insertion effective dans des unités techniques, plutôt que dispersion administrative. Il s'agit aussi de définir une doctrine de protection des infrastructures. Le texte décrit un périmètre spécialisé combinant surveillance, analyse prédictive et unité d'intervention. L'horizon est progressif. Le critère est opérationnel. Temps de détection, temps de réponse, exercice réussi sur des scénarios de perturbation. Enfin, il faut lier ressources et financement à des objectifs vérifiables. La souveraineté évoquée ne se proclame pas, elle se trace. Part des recettes affectées aux actifs critiques, traçabilité des dépenses, continuité budgétaire. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de cohérence. Le texte lui attribue une discipline. Protéger ce qui doit durer avant d'annoncer ce qui brillera. La feuille de route, Assembled, ne garantit pas le succès, mais elle réduit l'illusion. Le récit revient alors au motif discret qui l'accompagnait depuis le début. Des gestes ordinaires suspendus au courant, une pompe qui redémarre, un centre de santé qui cesse d'attendre, une activité qui retrouve un rythme prévisible. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, mais une continuité qui recommence à tenir. Ce sont ces scènes, esquissées plus tôt, qui donnent une épaisseur humaine à une architecture souvent décrite en termes abstraits.
En refermant la boucle, le texte rappelle que l'accord n'était jamais présenté comme un miracle. Il était posé comme une tentative de discipline collective, relier ressources, protection et durée. À ce titre, l'électricité n'y est pas une promesse de confort, mais un test de maturité étatique. Quand le réseau tient, ce n'est pas seulement la lumière qui reste allumée, c'est la capacité à planifier, transmettre et coordonner. Ibrahim Traoré réapparaît ici sans emphase, non comme un sauveur, mais comme une charnière narrative. Le texte le décrit comme celui qui refuse de séparer l'annonce de la protection et la souveraineté du contrôle matériel. Son rôle n'est pas de garantir l'issue, mais d'imposer une cohérence. Ne pas produire ce que l'on ne peut défendre, ne pas promettre ce que l'on ne peut sécuriser. Le rappel émotionnel fonctionne précisément parce qu'il reste contenu. Il ne cherche pas l'adhésion, mais la reconnaissance d'une tension partagée. Dans un environnement où l'instabilité est devenue familière, la simple idée de continuité prend une valeur symbolique forte. La lumière cesse d'être un décor. Elle devient un signe de durée. Gardons en tête qu'une lumière sans protection n'est qu'une cible. Ce récit ne demande ni adhésion ni rejet immédiat. Il invite à un dernier déplacement, passer du commentaire réflexe à la lecture structurée. L'accord évoqué n'est ni une victoire annoncée, ni une dérive certaine. Il est une tentative de relier énergie, sécurité et autonomie dans un environnement où chaque maillon peut céder. Regarder cette chaîne oblige à ralentir, à distinguer les niveaux et à accepter l'incertitude comme donnée de départ. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne moins comme un jugement que comme un repère. Elle concentre des choix, des contraintes et une doctrine en construction. Ce que l'on en pense importe moins que ce que l'on observe. La cohérence entre ce qui est promis, ce qui est protégé et ce qui est mesuré dans le temps. C'est là que se joue la crédibilité, bien avant les résultats visibles. Pour le lecteur, l'enjeu dépasse ce cas précis. Il touche à une question plus large. Comment lire les projets structurants dans des contextes fragiles sans confondre symboles et capacités réelles? La méthode proposée reste valable ailleurs. Suivre les délais, suivre la protection des actifs, suivre la montée en compétences humaines et suspendre le verdict tant que ces lignes ne convergent pas. La lumière, ici, n'est pas une fin. Elle est un indicateur. Elle dit si un état tient ou s'il vacille encore. Et la question reste ouverte. À quel moment une infrastructure cesse-t-elle d'être un projet pour devenir un pouvoir durable ?